Chers auditeurs, bonsoir. Nous ouvrons ce 4 novembre un nouveau libre journal de l'éducation en partenariat avec l'ICEP, Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui a son principal campus à Lyon, mais aussi pour la formation continue à Paris. Alors, les inscriptions, évidemment, sont closes pour cette année, compte tenu de la saison. Sauf pour celle de la formation continue qui prévoit à Paris une rentrée supplémentaire en janvier. Mais en attendant, vous pouvez télécharger l'application de l'ICEP sur votre portable, sur votre téléphone. Cette application s'appelle l'Amphithéâtre et vous avez plus de 200 vidéos. Alors, ces vidéos, ce sont des profs de l'ICEP qui les enregistrent et qui résument, généralement ça ne dépasse pas un quart d'heure, 20 minutes, qui résument des questions de cours. Alors, ça peut être dans différentes matières, ça peut être en droit, ça peut être en sciences politiques, ça peut être en géopolitique, en économie, etc. Enfin, les matières qui sont étudiées, qui sont enseignées à l'ICEP. Et tout ça vous coûte 7 € par mois. On ne peut pas dire que ce soit très cher quand même. 7 € par mois, vous avez déjà accès à l'amphithéâtre qui est sur votre portable. Vous téléchargez ça, une application toute simple, et vous avez droit à plus de 200 vidéos. Donc c'est pas mal. Bon, alors aujourd'hui, ce soir, malheureusement, vous ne pourrez pas entrer en contact avec nous, ce qui est toujours très sympathique d'avoir des messages de nos éditeurs ou téléspectateurs, parce que cette émission est enregistrée. Et je vous en présente mes plus plates excuses, mais que voulez-vous, ce sont des impondérables. On n'y peut pas grand-chose, c'est comme ça. Cela dit, votre frustration sera vite soulagée par la qualité de mon invité, le professeur Coronel de Boissezon. Je ne vais pas trop m'étendre sur l'affaire de Montpellier, ou je ne sais pas si on pourrait l'appeler ça l'affaire Coronel, je ne sais pas, quand ce sera écrit dans les livres d'histoire qui raconteront la persécution universitaire à la fin de la Ve République. Mais on va quand même en dire évidemment quelques mots, mais évidemment vous n'êtes pas là. D'ailleurs, nous sommes le 4 novembre, du moins le soir où vous entendez cette émission, et certains d'entre vous, j'espère le plus nombreux possible, auront déjà lu dans Valeurs Actuelles un dossier très sérieux et très complet sur cette affaire qui fait de mon invité, que j'ai l'honneur de recevoir ce soir, et qui est également un confrère, puisqu'il est prof à l'ICEP, on peut dire la figure de proue, disons, de toutes les victimes de l'acharnement de la République sur les universitaires qui ne pensent pas comme ils devraient penser dans la logique d'une sorte de 1984 de George Orwell. On en parlera peut-être un peu en fin d'émission, parce qu'en définitive, c'est une sorte de conséquence de ce dont nous allons parler, qui est consacré à l'histoire de l'enseignement du droit en France. Un poète disait « France, mère des arts, des armes et des lois ». Eh bien, la France, qui est un très vieil État, comme vous le savez, qui est celui qui a survécu parmi les premiers qui se sont édifiés sur les ruines de Rome. La Rome d'Occident est tombée en 476 et 20 ans plus tard, Clovis était baptisé et fondait cette France qui avait été la Gaule romaine. Mais avant cela, déjà, il y avait bien entendu un droit, un grand acquis des Romains. Je ne vais pas faire le cours à votre place, mon cher ami et monsieur le professeur, mais enfin voilà, je prépare un peu le terrain. Alors, vous m'avez dit avant l'émission, c'est très simple, comme tout ce qu'on fait en droit, c'est en deux parties. La première, ce sera la bonne partie, c'est-à-dire Antiquité et monarchie. Et puis à la deuxième, ce sera la face sombre. La pièce s'est retournée malheureusement. Et ce sera la révolution qui va impacter le droit. Mais je vous donne la parole. Au début, on est donc sous l'Antiquité. Que se passe-t-il ? Le droit apparaît évidemment dès, en réalité, qu'il existe des sociétés humaines qui se sédentarisent probablement
Euh, il y a un lien profond entre le droit et la sédentarisation, parce qu'il y a un lien profond entre le droit et le territoire. Chez nos voisins d'outre-Rhin, un jeu de mots est fait, notamment par le grand juriste Carl Schmitt, autour de l'ordnung, l'ordonnancement, et l'ortung, la localisation. Et effectivement, Carl Schmitt avait raison de dire que le droit est une unité d'ordre et de localisation, parce que c'est tout simplement ce qu'il est dès l'origine, au moment où, dans la période pour les sociétés, les peuples européens du néolithique, donc autour de 10 000 ans avant Jésus-Christ, la fixation sur des terres va entraîner la nécessité d'assurer un juste partage des ressources sur ces terres désormais limitées, au moment du grand passage des chasseurs-cueilleurs aux pasteurs-agriculteurs. Donc dès le début, le droit est de ce point de vue la juste répartition. Et il est profondément lié, encore une fois, à une localisation. Et une grande partie de cette histoire que nous allons parcourir à grands pas aujourd'hui, c'est une très durable histoire d'un droit territorial et qui manifestement devient malade lorsqu'il très tardivement et dans un espace relativement limité qui est l'Occident et notamment notre pays, va se déterritorialiser. Mais à l'origine, effectivement, le droit, c'est ce qui va maintenir la justice, en fait. Le slogan d'un certain nombre d'agités aujourd'hui dans nos rues, pas de justice, pas de paix, est le retournement d'une conception tout à fait traditionnelle du droit, qui fut celle notamment de l'école socratique. Effectivement, le droit a pour but de maintenir un juste partage des ressources, et parce qu'il est juste, il assure une équité et non pas une égalité qui serait injuste. J'aurais à revenir sur cette distinction. Donc en effet, dès le départ, le droit, c'est la façon de maintenir la santé de ce qui est conçu comme corps social. Et puisque nous parlons aujourd'hui de la longue histoire brillante en France de l'enseignement du droit, nous avons à remarquer que l'enseignement du droit apparaît en même temps que l'enseignement de la médecine, à la fois, si l'on en croit César, dans De Bello Gallico, la guerre des Gaules. Absolument, la guerre des Gaules, 51 avant Jésus-Christ, dit déjà que les druides gaulois sont à la fois les enseignants de la médecine et du droit. Et puis, évidemment, dans la grande histoire des universités médiévales, dont nous dirons quelques mots tout à l'heure, les facultés de droit et les facultés de médecine, par exemple à Montpellier, où j'ai eu l'honneur d'enseigner durablement, apparaissent au même moment, apparaissent au XIIe siècle. Et d'ailleurs seront reconnus par les papes dans une même institution, une même universitas, en 1289, bien après leur apparition. Pourquoi ? Parce que la médecine soigne le corps physique et le droit soigne le corps social. Dans les étymologies d'ailleurs, très belle image. Je crois, on peut s'appuyer sur l'étymologie pour le constater, puisque on n'a pas le temps évidemment d'en parler longuement, mais l'idée que le droit entretient la santé est au cœur des étymologies vraiment archaïques. Le ius romain, dont nous allons parler dans quelques secondes, quelques instants, le ius est très proche de ce qui est dans les langues indo-iraniennes le yaos. Le yaos, c'est la santé en fait du corps. Le ius, c'est la santé du corps social. Il y a l'idée d'une activité qui permet une homéostase du corps social. C'est vraiment une activité régulatrice. Alors j'insiste là-dessus en filant la métaphore parce que ça signifie que le juriste traditionnel et l'enseignement pour ces juristes longuement va leur expliquer qu'ils sont des régulateurs. Ils ne sont pas
des ordonnateurs arbitraires et monopolistiques, voyez-vous. Ils répondent à notre désir de régularité. Oui. C'est un concept que j'ai plusieurs fois Absolument. exposé dans mes livres. En effet. Et vous avez écrit, cher Yves-Marie, une économie encadrée, par exemple. Eh bien, le droit encadre. Le droit, pendant des siècles, ne va pas être une volonté arbitraire, mais va s'inscrire dans la régulation de réalités diverses. Pour prendre une image, le juriste, dans cet enseignement pluriséculaire, est un jardinier. Il met en forme une nature qui préexiste. Du reste, il est aussi un jardinier parce que, plus concrètement, il va mettre en forme des propriétés, n'est-ce pas, et faire des partages de ces propriétés. Il n'est pas un maçon, dirais-je sans mauvais jeu de mots, il n'est pas un constructeur, vous voyez, arbitraire au milieu de rien, d'un monument, ce qu'il ne va devenir que très tardivement, à la faveur de la rupture révolutionnaire. D'accord. Donc, pour parler de l'apparition de cet enseignement du droit, alors il est très difficile de parler pour quand la France est encore la Gaule. Je vais être évidemment très bref. Il est difficile de parler de l'enseignement dans le monde celtique, même si nous savons qu'il existe effectivement autour des druides, les très sages étymologiquement. Ce qui est certain, c'est que le droit tel que nous l'entendons, qui en Europe est un héritage absolument massif de Rome, donc le droit romain, le ius de l'Imperium Romanum, évidemment, il nous parvient seulement dans le cadre de la Gaule romaine. Et effectivement, dans le cadre de la Gaule romaine, il y a déjà des écoles de droit. Nous sommes conquis par Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ, exactement au moment où apparaissent les premières écoles de droit. Les premières Scholae Iuris, dont nous avons quelques témoignages qui nous permettent de comprendre, et je serai très, très bref sur cette histoire par ailleurs savante et parfois archéologique, mais je serai très bref en disant que ce qui est frappant, c'est que dès que nous connaissons en Gaule l'écho des écoles romaines de cette puissance à laquelle Nolens-Volens nous participons désormais, eh bien, il y a déjà dans l'enseignement du droit 2 écoles qui se sont structurées au 1er siècle à Rome et vont se répandre dans l'ensemble de l'Empire romain, dont la Gaule. Et ces 2 courants sont le courant des Sabiniens et des Proculiens. Sabinus et Proculus sont 2 maîtres d'école du 1er siècle. Et on a déjà, comme dans les potentialités de la nature humaine, 2 grandes tendances dans l'enseignement du droit. Sabinus met l'accent sur le cas concret, sur la diversité des cas, sur la nécessité pour le droit de s'adapter à la réalité, à proprement parler, de faire justice, c'est-à-dire, et ça c'est quelque chose qu'Aristote a appris on aux y Romains, pense évidemment. On y pense évidemment. Ouais. Être juste, c'est s'ajuster. Et c'est donc un droit qui va être casuistique. C'est une école de droit où on va travailler sur les cas avant tout et où l'on ne va que très prudemment dégager une règle générale des cas particuliers. Vous voyez que c'est un raisonnement ascendant. Oui, aristotélicien. Aristotélicien, avec un élément inductif. Là où le Proculus et ses disciples vont tenter de dégager des règles générales du droit et estimer qu'elles doivent s'appliquer au cas particulier. Donc Platon. En effet. Donc on le voit, cette bipartition bien connue est présente dès l'origine. Elle a beaucoup à voir avec notre propos d'aujourd'hui. Parce que d'une certaine façon, voilà. Nous sommes des proclusiens Alors aujourd'hui, dégénérés. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, tout à fait. L'école de Proculus a tout envahi. Et, alors que
il est tout à fait intéressant de voir que l'école romaine et gallo-romaine, et en fait ce qui sera l'école médiévale, est plutôt sabinienne. Sabinus, c'était quand même le plus suivi à Rome. Et on a un reste de cela lorsque l'enseignement romain va se structurer. Vous savez, leur premier manuel que lisaient les petits élèves d'école de droit gallo-romain, c'était le manuel de Gaius, les instituts de Gaius, vers 150 après Jésus-Christ. Et donc, au milieu du IIe siècle, Gaius fait un manuel dans lequel, d'ailleurs, les trois parties sont déjà persona, res actiones, donc les personnes, les choses et les actions, qui sont surtout les actions de transmission de la chose. Ce qui, donc, notre droit civil, quoi. C'est notre droit civil. Bravo Yves-Marie. C'est encore aujourd'hui le plan du Code civil, du fameux Code Napoléon. Donc, vous voyez combien l'héritage est romain et reste prégnant chez nous. Et on voit que dans le manuel de Gaius, le point de vue est un point de vue sabinien, un point de vue casuistique. Lorsque les grands, alors ces savants du droit, on les appelait les jurisprudentes ou les jurisconsulti, jurisprudents ou jurisconsultes, leur œuvre, la jurisprudentia au sens strict, la prudence du droit, la sagesse du droit, qui n'est pas encore le sens des tribunaux, même si nous verrons qu'il y a une solidarité entre ces deux acceptions. Ce droit originel, donc, des jurisprudents, il a été compilé par une très grande œuvre qui a lieu dans l'Empire romain d'Orient, après la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est Justinien. Oui. C'est Justinien, bien sûr. C'est le Corpus Juris Civilis, le corps de droit civil de Justinien, avec notamment dans cette œuvre le fameux digeste ou pandecte de 533, où nous trouvons un certain nombre de définitions du droit, toutes absolument passionnantes. Qu'est-ce que la justice? Il nous est dit Justitia est constans et perpetua voluntas sum quique tribuere. La justice est la constante et perpétuelle volonté de rendre à chacun son dû et non pas de rendre à chacun la même chose. Une fois de plus, l'égalité serait injuste, l'équité et la justice, mais on a aussi, au livre 50 du Digeste, des Regulae Iuris, une très belle citation de Paul qui nous introduit à qui nous réintroduit à cette prégnance des Sabiniens, d'un réalisme juridique de bonne loi, Paul, le grand jurisconsulte, disait en effet non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat, ce n'est pas de la règle que sort le droit, mais du droit qui est déjà que sort la règle. Autrement dit, le droit n'a pas à sortir d'une règle arbitraire posée par un législateur plus ou moins capricieux. La règle, doit sortir du droit et non pas le droit de la règle. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Tout le contraire d'aujourd'hui, quoi. Enfin, en tout cas de la Révolution. Absolument. On voit que les enjeux, vous voyez, sont très précoces et ça, c'est quelque chose à la fois qui peut nous décourager en nous disant qu'il y a toujours eu des tendances, comment dirais-je, au déséquilibre social ou intellectuel. Et c'est vrai, mais le point positif de notre constatation, que vous voyez des débats d'aujourd'hui sont très anciens, c'est aussi que nous pouvons à tout moment réagir. À tout moment, la nature humaine peut être rectifiée parce qu'elle est vulnérable, parce qu'elle est, en termes chrétiens, le fruit de la chute, parce qu'elle est, en termes aristotéliciens, le fruit d'une incomplétude, eh bien, elle peut réagir à tout moment. Et parce que ces débats ont déjà été ceux des anciens, rien ne nous empêche aujourd'hui, à notre tour, de les résoudre dans le sens de la continuité de notre société. La pensée unique n'est donc pas inéluctable. Exactement. La pensée unique n'est pas inéluctable. En réalité, le débat dans l'homme a toujours eu lieu et c'est une consolation de voir que les antiques et les médiévaux ont résolu vous voyez déjà ces débats dans l'enseignement du droit, dans le sens d'un réalisme. Car, bien sûr, Rome, in fine, s'effondre pour des raisons
dont la discussion nous mènerait beaucoup trop loin. Mais alors Rome continue évidemment en Orient jusqu'à la prise de Constantinople en 1453. Et cet enseignement, qui est un enseignement dont le fond philosophique est aristotélicien, on l'a beaucoup dit et c'est vrai, est un enseignement qui, si il a périclité dans la structure romaine en 476 en Occident, va ressusciter dans l'enseignement du droit dans la France médiévale, qui va être un enseignement effectivement casuistique et je dirais reflétant avant tout ce droit qui est déjà, dont nous parlait Paul. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, un droit qui est déjà là? Eh bien, ça signifie que le corps social produit lui-même un droit avant même sa formulation par un éventuel législateur. Et du reste, c'était le nom qu'avait le droit le plus ancien à Rome, avant même le ius, qui est un terme que l'on emploie à partir de la loi des 12 tables de 450 avant Jésus-Christ. Auparavant, le tout premier nom du droit était le mos, M-O-S, le mos, au pluriel mores, c'est-à-dire les mœurs. Et cela signifie que le tout premier droit, dans son expression, est les bons usages des bonnes familles. Bon, les familles fondatrices, patriciennes, oui. Les familles patriciennes, les pères. Pères de Rome. Exactement. Et donc, c'est ce que voulait dire Paul, que la règle doit sortir du droit, ça signifie que les mœurs doivent inspirer la loi. Vous comprenez quel renversement en effet nous connaissons. Mais si nous n'allons pas trop vite, quand vous parlez de résurrection, entre la chute de l'Occident, de l'Empire d'Occident en 476 et le Moyen-Âge occidental, est-ce que c'est une résurrection ou est-ce que c'est une continuation, en fait, par-delà les bouleversements politiques? C'est une continuation du droit dans notre sphère occidentale? Alors, il y a deux temps qui nous introduisent d'ailleurs à la dualité de ce que va être l'enseignement du droit dans la France médiévale. La surprise étant que d'une certaine façon, il n'y a pas de droit français à proprement parler. Il y a un droit chrétien en réalité, un droit de la chrétienté, de la Respublica Christiana, et il y a un droit très local, celui des coutumes locales, provinciales et même seigneuriales, etc. Et dans ce processus dont nous allons dire quelques mots, pour répondre à votre question, la continuité va se faire à l'intérieur de cette véritable arche civilisationnelle qu'a été l'Église catholique. On le constate parce que le droit romain savant, qu'on appellera plus tard la romanistique, c'est-à-dire vraiment l'étude savante du droit romain, se perd dans toute la première moitié du Moyen-Âge. Le haut Moyen-Âge perd le droit romain véritable, authentique, savant. Elle le perd dans les grandes invasions. En revanche, comme on le sait, la dernière institution romaine après l'effondrement de Rome, c'est l'Ecclesia Catholica Romana. Et c'est elle qui, parce qu'elle a été acceptée tardivement dans le droit romain en 313 par l'édit de Milan de l'empereur Constantin, ce moment où elle reçoit droit de cité en 313, ce moment où donc l'Église peut entrer dans Rome, enfin, après 3 siècles de persécution, c'est aussi le moment où le droit romain rentre dans l'Église. Et c'est très frappant, c'est très rapidement le cas. L'Église prend la langue de Rome, les circonscriptions administratives de Rome, diocèse par exemple, c'est un terme de l'administration romaine avant que de l'être de l'Église, et va utiliser les outils remarquables du droit romain pour commencer à créer son droit propre, son droit idéal, celui des canons, donc des idéaux, comme le dit le grec, le droit canonique ou droit canon. Et c'est à l'intérieur du droit canon que pendant tout le Haut Moyen-Âge chemine un enseignement du droit qui, en fait, continue de porter une partie de la scientia iuris romaine, cette science du droit, qui est reprise par les évêques,
qui va être bientôt copié dans les monastères, dans les scriptoria bénédictins. Et ce droit canonique, effectivement, c'est un droit dans lequel il y a une profonde prise en compte de la faiblesse humaine. C'est un des génies de l'Église de l'avoir compris dans son droit, mais aussi de la prégnance des mœurs, puisque le droit canonique reconnaîtra qu'une règle qui fût-elle contraire à des canons, mais se répétant sur au moins 2 générations, c'est ce que diront les canonistes médiévaux, donc sur une quarantaine d'années, est une règle dont l'Église doit prendre en considération la réalité, parce que ça signifie qu'elle correspond à un besoin humain. Selon cette conscience qu'a l'Église d'une règle qui ne sera véritablement exprimée que lorsqu'elle sera menacée au moment de la Révolution. Je pense notamment à la façon dont Louis de Bonald exprimera cette façon de voir le droit. Louis de Bonald dira « Une institution n'est pas bonne parce qu'elle est ancienne, mais elle est ancienne parce qu'elle est bonne. » C'est tout à fait bonaldien. Oui, elle n'aurait pas pu survivre si elle avait été mauvaise sur tant de générations. Donc il y a un réalisme. C'est une preuve d'humilité extraordinaire quand on y pense. C'est ça. Ça met en relief le péché d'orgueil de la Révolution. Absolument. Parce que se dire, bon, voilà, il y a des idées qui pourraient nous traverser l'esprit, mais les mœurs sont différentes, il faut en tenir compte, etc. C'est vraiment une humilité. Tout à fait. On trouve cette prise en compte de la faiblesse humaine, de la nécessité de la prendre en compte. Alors c'est un classique, notamment de la scolastique, c'est quelque chose qui est récurrent chez saint Thomas d'Aquin. Mais en droit, dans l'enseignement du droit, c'est chez un grand canoniste parisien, Guillaume de Paris, du XIIe siècle, qu'il y a l'affirmation de ces délais à partir desquels la règle populaire va l'emporter. Et bien sûr que c'est essentiellement cette position d'humilité, cette position ministérielle au sens strict, minus stare, je me tiens petit par rapport à ce qui est grand, ce ministerium, ce service du droit, qui est typiquement médiéval, et alors qui va être l'absolu inverse du côté démiurgique du droit contemporain. Les universités ne changent rien finalement à tout cela, elles le répandent, mais elles n'y changent pas grand-chose. Simplement, on se déplace des écoles épiscopales aux universités. C'est la même chose. Oui. C'est le même héritage. Oui, c'est une très belle continuité. C'est largement, vous l'avez dit, géographique. La paix revenant après les différentes grandes invasions. Ce savoir, y compris juridique, qui s'était largement réfugié dans les monastères ou dans les écoles épiscopales à partir du très beau capitulaire de Charlemagne de 789 imposant des écoles épiscopales en ville et des écoles monastiques à la campagne. Eh bien, c'est au moment où le commerce, les foires repartent, où le mouvement communal se met en place, donc vous voyez le XIIe siècle, qu'apparaissent les universités, qui sont un phénomène effectivement de retour en ville du savoir, qu'on rencontre en Europe à peu près partout, en partant du lieu où cette reprise de l'activité commerciale va être précoce, c'est-à-dire l'Italie, spécialement l'Italie du Nord. Et donc, on le sait, la première université, c'est celle de Bologne, probablement fondée en 1084. Avant 1084, elle est un studium de droit. Et elle devient une université, c'est la première. Et c'est très intéressant que la première université soit une école de droit, en fait. Qu'est-ce qui va changer pour vous répondre? Alors, il va y avoir un perfectionnement du droit canonique. On peut le dire assez rapidement. Il va y avoir notamment la rédaction de ce qui est considéré comme le digeste canonique, l'équivalent de la grande compilation justinienne. C'était le décret de Gratien, le Decretum Gratiani. Le titre originel était la Concordia de Discordantium Canonum, la concorde des canons discordants.
c'est-à-dire une œuvre cherchant à mettre en cohérence les œuvres canoniques, les œuvres de droit qui, depuis le concile de Nicée, depuis le IVe siècle, s'étaient développées. Le décret de Gratien, donc Gratien est un moine qui a fait ses études justement au Studium de Bologne, et il fait cette œuvre en 1140. Et dès lors, il va y avoir dans toute l'Europe, dans toute la chrétienté, notamment en France, des facultés à l'intérieur des universités, des facultés de décret. Alors on appelle ça des facultés de décret. Ceux qui y étudient, les étudiants, sont des décrétistes. Ils étudient le décret de Gratien. Paris a connu une faculté de décret qui a été tout à fait brillante. Et à côté de cela, les papes vont, après Gratien, continuer son œuvre à la faveur de ce qui va devenir la centralisation pontificale, dont l'essor ne pouvait pas avoir lieu avant le schisme de 1054, puisque précisément c'est l'un des enjeux du schisme. Lorsque on se sépare du le reste, schisme avec les orthodoxes. avec les orthodoxes, tout à fait, le schisme d'Orient, voilà, de 1054, à partir duquel, eh bien, justement, le schisme, c'est une affaire très complexe, mais l'un des éléments, je dirais, implicites, c'est l'enjeu de la centralisation par l'évêque de Rome, par rapport aux 4 autres grands patriarches, on le sait, notamment, bien sûr, celui de Constantinople. Et à partir du moment où le pape gagne en Occident cette bataille, surtout avec le grand pape juriste qu'est Grégoire VII, là, les papes se mettent à compléter le droit par des décrétales. C'est tout le corpus, ça va devenir le corpus juris canonici, le corps de droit canonique, dont on voit bien qu'il est une sorte de duplication du corpus juris civilis, ce qui est très intéressant pour un christianisme qui est fondé sur la dichotomie entre cité céleste et cité terrestre, et qui au fond a besoin des deux corpus d'une certaine façon. Et c'est ainsi que, donc, dans l'ensemble de la chrétienté, dont la France, l'enseignement du droit va se compléter dans les facultés de droit. On va avoir maintenant des décrétistes et des décrétalistes qui, eux, vont étudier les grandes décrétales, c'est-à-dire les bulles pontificales de l'enseignement du droit, dont les grandes figures seront Grégoire IX, avec le Liber Extra, Boniface VIII avec le Liber Sextus. Vous mentionnez 2 papes qui se sont fait connaître par leur prétention à la monarchie universelle, le sacerdotalisme, qui se sont heurtés, en l'occurrence qui se sont cassés les dents sur la cour de France, puisque les rois de France étaient servis par d'excellents juristes qui ont protégé leur territoire. Est-ce qu'il y a un lien Il y a un lien. C'est une très juste, une excellente observation. Le lien nous introduit en fait à 2 éléments essentiels pour notre propos que vous avez brillamment repérés, Yves-Marie. D'une part, le fait qu'il y a chez les papes, alors ça part du Dictatus Papae de 1075 de Grégoire VII, dont nous parlions à l'instant, dans lequel il est dit que le pape a l'imperium mundi. Lui seul donne leur légitimité aux princes, etc. Et donc c'est tout à fait le contraire. Je le dis pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est tout le contraire qui a été développé par les juristes français qui ont parlé de la monarchie étant elle-même de droit divin et non pas seulement l'imperium pontifical. Absolument. Il est clair que ce dont vous parlez, là, ce que Yves-Marie Bercé appelle dans son beau livre La naissance dramatique de l'absolutisme, qui se fera dans le sang des guerres de religion, montrera à partir du XVIe siècle le début d'un basculement. L'avenir n'était écrit nulle part, mais le début de ce basculement dans les guerres de religion nous amènera à la dernière partie de notre propos, dont vous avez souligné le caractère malheureusement pathologique dans cette évolution du droit. Cette prétention absolutiste, ce que on peut appeler une forme d'absolutisme juridique, effectivement n'a pas été absent d'une partie du discours de la monarchie française,
précoce d'ailleurs, et longtemps isolé avant d'être imité au XVIIe, XVIIIe siècle par nos voisins européens, surtout au XVIIIe siècle. Il y a eu effectivement un absolutisme juridique. Et là, ce que vous évoquez, c'est toute une nébuleuse de questions qui tournent autour du droit romain. Et donc, je vais répondre à votre question et ouvrir sur les périodes qui suivent votre question, c'est-à-dire est-ce que d'où vient cette prétention à l'imperium mundi de la part des papes, cette prétention au pouvoir temporel des papes beaucoup plus directe? Eh bien, effectivement, elle vient d'une reprise du droit romain. Donc, l'éclipse du droit romain va prendre fin, et la surprise, qui n'est peut-être qu'une demi-surprise. Après tout, la dernière institution romaine debout était l'Église, mais c'est que c'est l'Église, longtemps persécutée par Rome, qui va faire renaître le droit romain, et elle entend le faire renaître à son profit. Après tout, lorsque Rome, dans un mouvement de renversement spectaculaire, avait fait de l'ancienne religion persécutée la religion d'État, par l'édit de Thessalonique de 380 de l'empereur Théodose, l'Église pariait sur le christianisme pour sauver tardivement l'Empire romain. Et ce sera trop tard. Il restait un siècle, Rome s'est effondrée. Mais ce pari a été réussi au Moyen-Âge. Rome a connu sa résurrection, la Rénovation Romani Imperii de Charlemagne, la Translatio Imperia Germanos de 962 du Saint-Empire romain germanique. Et les papes disent, en effet, le christianisme a sauvé Rome. Il faut, de ce point de vue, reconnaître que Rome doit être la première bénéficiaire de ce que le droit romain, par des voies naturelles, avait deviné de ce qu'est le juste gouvernement des hommes. Autrement dit, c'est une interprétation outrancière de cet héritage en définitive, qui a abouti à cette prétention pontificale au gouvernement du monde. Bien sûr, nos auditeurs auront des points de vue sans doute variés sur ce grand moment qu'est la réforme grégorienne. Moment passionnant, je renvoie au très beau livre du grand Sylvain Guggenheim, que nos éditeurs connaissent bien, son livre moins connu que d'autres sur la réforme grégorienne, dont il montre qu'elle sera la très lointaine racine tout à fait inattendue de la sécularisation. Probablement parce qu'il y a eu un déséquilibre qui va amener un déséquilibre en retour. Et ce moment-là, il est très lié à notre question du jour, parce que ça vient de l'enseignement du droit. Il se trouve que les papes de l'époque sont entourés de juristes qui redécouvrent le corpus juris civilis, exactement comme les rois de France auxquels vous faisiez référence, et ceci très tôt, je pense à Philippe le Bel, vont s'entourer des romanistes de Montpellier. Les 4 ministres de la Justice de Philippe le Bel, ces 4 chanceliers sont tous des professeurs de droit romain de Montpellier. C'est l'époque où Montpellier se portait bien. Oui, voilà. Pierre de Belperche, Pierre Flotte, Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plaisiance. Guillaume de Nogaret, le fameux qui rencontre Boniface VIII. Justement, exactement. Le conflit Boniface VIII, Guillaume de Nogaret, donc Boniface VIII, Philippe le Bel, bien sûr. Le conflit de l'instrumentalisation du droit romain, qui est la grande science en pleine renaissance, et qui va faire l'objet d'appropriations contraires, en fait. Oui, c'est ça qui est fascinant. Ouais. Et à vous entendre, on se dit la grande rupture, parce qu'on parle toujours de la bascule des temps modernes, mais non, même sous les temps modernes, en fait, on parle au sortir de l'Antiquité, à la sortie de l'Antiquité, il y a toute la période monarchique, si j'ai bien compris, votre exposé, et ensuite il y a la rupture révolutionnaire. Ce qui veut dire qu'entre le Moyen-Âge et ce qu'on a coutume d'appeler les temps modernes, c'est-à-dire à partir, grosso modo, du XVIe siècle, pour ce qui nous concerne en tout cas, et il n'y a pas de véritable rupture à ce moment-là. On a beau être entré dans les temps modernes, il y a quand même une même compréhension du droit. Oui, il y a une solidarité philosophique,
En fait, de l'Antiquité au Moyen-Âge et encore dans les temps modernes, la préparation de la modernité, notamment en France par nos rois, sur laquelle Tocqueville a tellement mis l'accent, ne doit pas être surestimée, bien que nous y trouvons des éléments que nous allons évidemment voir développer dans la période révolutionnaire, mais il y a effectivement, il y a une continuité historique profonde, et je pense qu'elle s'explique principalement par la prise en compte de la pluralité. Et ce mot de pluralité, pour nous aujourd'hui qui vivons dans ce que Mathieu Bocoté nomme à juste titre le régime diversitaire, cette diversité de l'ancienne Europe et de l'ancienne France et de l'enseignement du droit dans ce contexte, c'est tout simplement l'inverse de ce qu'on nomme aujourd'hui la diversité. Et j'y reviendrai bien sûr dans quelques instants. Il faut parler de pluralisme, de pluralité. Cette pluralité est à proprement parler celle du vivant. Et sans doute est-ce là le fait qu'il y ait un même élan organique en quelque sorte, par-delà les changements de régime et même finalement le changement de religion, du paganisme au christianisme. Il y a la même prise en compte des forces de vie en réalité. Il y a pour le dire par une formule aujourd'hui polémique, il y a une culture de vie. Il y a une culture de vie qui prend en compte le fait que le corps social est un organisme. Et un organisme, c'est quelque chose de diversifié. Vous savez, lorsque votre corps n'est plus articulé en plusieurs parties, ça signifie, s'il est tout à fait pris dans la raideur, que vous êtes un cadavre. C'est la rigor mortis, c'est la raideur cadavérique. Un organisme vivant est quelque chose de diversifié et d'articulé. Même les guerres de religion ne modifient pas ces choses-là, ou est-ce qu'elles jouent un rôle quand même dans... Alors, c'est évidemment un très grand moment, et on le voit dans l'enseignement du droit, autour de figures comme celle de Monarchomaque, je pense à François Hautement en particulier. Pour comprendre ce que va être cette rupture, je dirais... Pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent, les monarchomaques, oui, selon l'étymologie grecque, sont ceux qui combattent le roi, soit parce qu'ils sont protestants et le roi est catholique, soit parce qu'ils sont catholiques et le roi est protestant. Et donc ils refusent d'avoir pour roi quelqu'un qui ne professe pas la même religion qu'eux. Donc, exactement. Voilà ce que c'est que les monarchomaques. Exactement. Courant largement, on le rappellera peut-être, théorisé chez les protestants, mais beaucoup plus pratiqué in fine par les catholiques, puisque ça aboutira à la fois à la mort d'Henri III sous les coups du moine Jacques Clément et à la mort d'Henri IV sous les coups de Ravaillac, on s'en souvient. Mais pour comprendre ce qui va être la rupture au temps des guerres de religion, c'est-à-dire au temps de la chrétienté unanime, la déchirure du manteau sans couture de l'Église, selon la belle image évangélique, c'est le moment où le droit romain va faire l'objet d'une réévaluation. Alors, pour cela, il faut que je dise quelques mots très rapides sur le fait que cette sorte de sponsor qu'a trouvé le droit romain dans la personne du pape à partir du XIe siècle, avec, souvenons-nous, toutes ces universités qui naissent sont des universités pontificales. C'est le pape qui donne aux studia, aux écoles, un statut d'université. Et donc, c'est bien le pape, en fait, qui, en effet, soutient la renaissance du droit romain, qui est désormais, en fait, un droit mis à son service dans le cadre de l'autorité désormais non partagée qu'il a en tant que patriarche d'Occident, pour parler le langage ancien. Donc, ça structure la chrétienté nouvelle, et ce droit romain renaît d'une façon très spectaculaire. En réalité, à ce moment-là, l'enseignement du droit, alors là, on est au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, en France, l'enseignement du droit, qui jusqu'alors était l'enseignement du droit canonique, décrétiste, décrétaliste, devient un enseignement du droit également romaniste,
Et donc à ce moment-là, il va y avoir des canonistes et des romanistes dans les facultés de droit du Moyen-Âge français, comme dans le reste de la chrétienté. Donc on est sous saint Thomas d'Aquin, Saint-Louis, le Oui. XIIIe siècle, Oui. rappelons-le pour ceux qui Oui. nous écoutent. Oui, c'est très important. Et encore une remarque vraiment brillante, Yves-Marie, puisque vous nous rappelez, en nommant saint Thomas, que c'est la scolastique qui va donner ce nouvel élan au droit romain, exactement parce que le droit romain fonctionne sur l'aristotélisme. Il faudrait longuement parler du fait que, on le sait, les Grecs ont été les vaincus militaires des Romains, mais leurs vainqueurs culturels, c'est une très longue histoire. Gracia capta ferum victorem veci. Vous savez, Bravo. La Grèce vaincue a vaincu son rude vainqueur. Voilà, Magnifique. si on apprenait ça. Magnifique, cette maxime qui dit tout, et qui dit tout de notre affaire aussi ici en droit. Et donc, il fallait, pour la renaissance du droit romain, qu'il y eût un nouvel Aristote. Et il y a eu, en la personne de saint Thomas, un nouvel Aristote. Donc c'est très important, la conception de la justitia, la justice comme la seule des vertus qui ne s'applique pas à moi mais aux autres, dans les 4 vertus cardinales. La justice, c'est toujours ad alterum, vis-à-vis de l'autre. Tout ça, c'est absolument remarquable. Donc la scolastique du docteur Angélique a vraiment réanimé le droit romain, et on a un droit romain qui fait l'objet de tout un enseignement auquel nous devons beaucoup, auquel notre droit doit beaucoup, mais aussi, je dirais, l'art universitaire doit beaucoup. Parce que dans ces nouvelles branches de l'enseignement du droit, il va y avoir là aussi des courants. Vous vous souvenez de Sabinus et Proculus, et ils sont réapparus d'une certaine façon à Bologne, et ensuite dans l'ensemble de la chrétienté, avec 2 grands maîtres. Alors il y avait les 4 docteurs de Bologne, Bulgarus, Martinus, Jacobus et Hugo, mais les 2 premiers ont renouvelé le grand débat originel, avec Bulgarus qui pense que le droit romain est parfait, qu'il faut suivre la lettre, que tout est dans la règle romaine, et Martinus qui pense que non, il faut aussi prendre en compte le droit naturel, il faut aussi prendre en compte le contexte historique. Bulgarus est un oriental. Oui. Et voilà. Mais c'est profondément vrai, effectivement. Oui, tout à fait. Il a ce côté, tout doit descendre du ciel. Oui. Voilà, tandis que Martinus est un occidental. Tout à fait. Voilà. Donc, en Occident, c'est l'assomption de l'homme. Oui. Et c'est une piste extrêmement intéressante. On pourrait multiplier les exemples, le style d'architecture, celle qui repose sur une forme de pesanteur, celle qui... dans l'Assomption gothique, va représenter au contraire une ascension. Et tout ça est très lié. Il faut que je vous interrompe, monsieur le professeur, parce que nous devons passer le bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je vous rappelle que le professeur Coronel de Boissezon est prof à l'ICEP. J'espère que ce que nous entendons aujourd'hui donnera à la jeunesse l'envie d'aller dans cet institut des sciences sociales, économiques et politiques pour entendre des cours pareils. Pour ma part, c'est la première fois que je vous entends faire un cours, si je puis dire, puisque évidemment nous ne donnons pas nos cours en même temps. Et c'est la première fois que je vous écoute et c'est tout à fait passionnant. Je voulais poser une dernière question avant qu'on bascule dans la Révolution, parce qu'il faut bien s'en occuper aussi de celle-là et ses conséquences. Tout ce que vous dites, c'est pour ça que je vous ai parlé un peu des guerres de religion. On ne peut pas dire que est-ce que les protestants et les catholiques ont eu deux visions différentes? Oui, bien sûr. Bien sûr. La période qui précède toute la période qui précède les guerres des gens, la deuxième moitié du Moyen-Âge en fait, a vu se cristalliser la forme classique de l'enseignement du droit, de même qu'en philosophie se cristallise la forme classique avec la scolastique
de saint Thomas d'Aquin, il se cristallise une forme classique de l'enseignement du droit, alors qui, pour l'instant d'ailleurs, je dis qu'elle est française, elle l'est, mais enfin dans le royaume de France, mais elle est en réalité européenne. En réalité, et vous allez comprendre que c'est d'une certaine façon la réponse principale à votre question, elle va devenir nationale seulement à partir des guerres de religion. Cette juridicité. Pensez que avant les guerres de religion, les deux droits qu'on apprend en France, comme dans le reste de la chrétienté, on les appelle utrum queius, ça veut dire l'un et l'autre droit, le droit canonique et le droit romain. On l'appelle aussi le ius commune, le droit commun à toute la chrétienté. Ce sont deux droits qui forment un idéal classique et chrétien pour l'ensemble de l'Europe. Il y a à la base de la société du continent européen médiéval une infinité de droits particuliers. Les iura propria, les droits propres, ou le ius singulare, le droit singulier. Ce sont les coutumes. Et il ne faut pas oublier, dans ce que nous sommes en train d'évoquer, notre émission porte sur l'enseignement. Nous parlons d'élite. Nous parlons d'intellectuels qui ont tous le statut de clerc mineur, qui ne prononce pas les vœux, mais tout étudiant est un clerc. Donc, bien sûr, nous parlons... tout ça, ça a lieu dans le cadre du premier ordre des royaumes. Donc c'est une élite. Que se passe-t-il pendant ce temps-là? Ce n'est pas le but de notre émission, je n'en dis qu'un mot. Mais pendant ce temps-là, 90% du droit est coutumier. Et il n'est pas enseigné, ce droit-là. Il est vécu. Évidemment, il est vécu localement. Et ce qui est très beau, c'est que d'une certaine façon, la diversité extrême de ce droit dans l'ensemble de l'Europe, ou simplement d'ailleurs en France, pensez qu'encore à la veille de la Révolution, il y a 300 coutumes particulières, 60 groupes de coutumes générales en 1789. Eh bien, cette diversité à la base, cette vie magnifique, ce respect des identités juridiques, elle n'entraîne pas des partitions, elle n'entraîne pas une force, un phénomène centrifuge, elle est régulée, harmonisée et finalement unie, non pas uniformisée, ce qui se ferait à la base et ce que fera la Révolution quand elle ne pourra plus unir spirituellement, mais seulement matériellement, alors que le Moyen-Âge parvient à non pas pratiquer l'uniformité, mais l'unité parce qu'elle se fait par le haut. C'est-à-dire que dans l'entièreté de cette chrétienté, y compris dans les couches sociales les plus modestes, souvenons-nous que l'abbé Sugère est un fils de serf, eh bien on peut monter, on peut gravir les échelons de ce droit vers une sorte de sommet de cette montagne où l'on va se rencontrer, quel que soit le point d'Europe, quel que soit du reste le groupe social auquel on appartenait, et où l'on vient forger, sous le regard, en l'occurrence de Dieu, le droit commun. Mais pardonnez-moi, monsieur le professeur, je vous avais posé une question sur l'influence du protestantisme. Alors j'y viens, et je pense qu'on ne pouvait pas la comprendre sans voir sans faire ce rappel. Oui, oui, parce que c'est vraiment une civilisation commune qui va éclater pour le coup cette fois. Et j'ajoute, par un art de la digression que vous constatez, que dans cet enseignement commun, il y a en outre un point dont je suis obligé de dire un mot au risque de nous retarder, mais il est fondamental, c'est le fait que se soit développé dans cette période ce qu'on a appelé l'école des glossateurs en droit, l'école de la glose juridique. Et je veux en dire un mot parce qu'elle va nous éclairer sur la suite et aussi sur les malheurs de notre enseignement aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que la glose? Dans la redécouverte de ces textes romains, soutenus par l'Église, il y avait le fait de partir d'un texte. On part d'un texte et ce texte, on l'appelle une auctoritas, une autorité. Et de même que le maître médiéval est entouré par ses disciples dans le cadre de son studium ou de son universitas, de même, le commentaire du texte va se faire autour du texte, et c'est ce qu'on appelle la glose. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà vu
des gloses, soit manuscrites, soit à partir du XVIe siècle imprimées, on a toujours un texte au centre de la page, et autour, qui forme une sorte de cadre de mots, il y a la glose. C'est très intéressant, c'est-à-dire que le commentaire ne vient pas s'imposer, mais s'organise autour de ce qui existe déjà pour le continuer. Et ensuite, il y aura le commentaire du commentaire, ce qu'on appellera les paléae, comme une assemblée supplémentaire. Alors, on en revient à quelque chose dont nous avions parlé lors d'une émission précédente, où nous avions cité ce mot de Bernard de Chartres, « Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants ». Bernard de Chartres, au XIIe siècle, en disant cela, nous montre ce qu'est, vous voyez aussi la structure de cet enseignement. On part d'un cœur qui est hérité, et c'est à partir de l'héritage que l'on développe une novation. Donc il y a une idée de continuité dans l'organisation même de l'enseignement. Ça ne veut pas dire, et c'est quelque chose que nous devons rappeler, qu'il s'agit d'un enseignement sans discussion, loin de là, puisqu'on le sait, c'est justement dans le cadre des gloses puis des commentaires que va avoir lieu l'exercice de la disputatio. Entre les disciples de Bulgarus et de Martinus, dont nous parlons tout à l'heure, il y a des disputationes. Et c'est évidemment un moment très important pour l'université. Il y a une thèse, une antithèse, il en sort, on le devine, une synthèse. C'est du reste la méthode scolastique tout à fait, de saint Thomas dans les Questiones. Lectio, questio et disputatio, exactement. C'était le cours médiéval exactement. Originel. Et donc, on comprend l'équilibre. Hein. Ce mot d'équilibre me semble caractériser cet enseignement si durable du droit. Il y a disputatio, il y a controverse. Elles étaient parfois terribles. L'université de Montpellier a été fondée par Placentin, qui avait eu le dessus sur un maître de Bologne, Henri de Baïla, et ce maître avait été si vexé qu'il avait envoyé des sicaires assassiner Placentin. Donc, quoi, ce que vous êtes arrivé a eu des précédents beaucoup moins dignes, enfin beaucoup plus dignes plutôt. Mais... Et donc voilà, Placentin est arrivé à Montpellier dans ces conditions. Donc on le voit, le débat pouvait être vif, et néanmoins, il partait toujours du respect d'une autorité. Oui, nous sommes plus grands que ceux qui nous ont précédés, comme le disait Bernard de Chartres. Oui, parce qu'on voit plus loin qu'eux, puisqu'on est juché sur leurs épaules. Oui. Exactement. Voilà. Alors c'est ça qui bascule. Cher Yves-Marie, avec les protestants, avec les guerres de religion. Avec les guerres de religion. Parce que l'os von Rome, le sus à Rome de Luther, va être évidemment prolongé chez ses disciples et chez les disciples de Calvin, puisque ce sera le cas pour nous en France, essentiellement des protestants calvinistes. Ça va être l'assaut contre la Rome juridique. Alors, le temps nous est compté, mais dans ce qu'on a appelé l'humanisme, qui est un phénomène, l'humanisme intellectuel très complexe, dont il y aurait beaucoup à dire, des aspects ensoleillés et puis... Et puis beaucoup plus sombre. L'humanisme remet en cause la glose, remet en cause les auctoritates, remet en cause l'autorité du magistère romain. Il est massivement pratiqué par des calvinistes, et il y a donc l'idée qu'il faut rompre avec Rome. De même qu'on rompt avec la tradition romaine dans le cadre religieux, de même il faut rompre avec la tradition romaine dans le cadre du droit. Alors je propose, avant de sauter dans la modernité, parce que tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, je le dis pour nos auditeurs et pour ceux qui nous regardent également, on est vraiment dans du professeur Cornel de Boissezon. Je pense que vous n'entendrez pas très souvent ce genre d'enseignement. Sur la modernité, il y a un peu plus quand même de professeurs qui pourraient vous intéresser là-dessus. Mais avant de basculer à pieds joints disons dans la Révolution, on pourrait peut-être dire un mot d'un des monarchomaques, qui est Othman, pour faire une sorte de passerelle avec cette mentalité-là. Oui, parce que chez François Othman, qui écrit à l'extrême fin du XVIe siècle... Donc monarchomaque, mais protestant. Monarchomaque protestant, voilà, appelant à tuer le roi, renverser la monarchie catholique. Le roi Henri III, il faut... Voilà, effectivement, avant que Henri III finalement n'accepte la succession de son cousin protestant. Henri IV, donc le futur Henri IV. Et donc, Othman, c'est l'auteur de livres remarquables
remarquable pour notre propos. Il a écrit un ouvrage intitulé « L'anti-tribonien ». Alors, il faut savoir que Tribonien, c'était un grand maître de l'école de droit de Beyrouth au VIe siècle, et c'était Tribonien qui avait rédigé le corpus, enfin, supervisé la rédaction du Corpus Juris Civilis de Justinien. Ouais. Voilà, c'est Tribonien, le grand homme. Et Othman écrit un anti-tribonien. Alors, je rappelle qu'à l'époque, au VIe siècle, le Liban fait partie de l'Empire romain d'Orient. Hein. On n'est pas au Liban d'aujourd'hui. Tout à fait, mais c'est au moment où le Liban connaît le martyre que l'on sait renouvelé, rappelons quel grand centre de civilisation il fut au VIe siècle. Donc Othman attaque Tribonien, donc il attaque le Corpus Juris Civilis, ce qui était la base de l'enseignement du droit dans le Royaume de France, enfin plus exactement, du droit savant dans le Royaume de France, je vais y revenir, et dans l'ensemble de l'Europe. Et puis, il écrit aussi un deuxième ouvrage intitulé « La Franco-Gallia ». Donc, comme le dit le titre, qu'est-ce que la France ? C'est la Gaule-France ou la France-Gaule. Et il dit, en fait, nous sommes des Gaulois, nous avons été colonisés par les Romains, de même que les Romains ont dénaturé le christianisme, ils ont dénaturé notre droit. Nous devons, en quelque sorte, nous décoloniser de Rome et retrouver notre droit qui est donc uniquement la coutume. Et c'est un moment important parce que c'est évidemment un abandon de la tradition des colonnes portantes de l'enseignement du droit dans l'ensemble de l'Europe. Et ce moment, comment dirais-je, est d'une grande ambiguïté puisque il part de monarchomaques protestants, mais il va rencontrer la volonté nouvelle des rois de France de la période moderne, donc des Bourbons, puisque, on le sait, lorsque ce qui faisait l'unité en Europe, de façon tragique, s'est mis à faire la division de l'Europe, c'est-à-dire l'élément religieux, oui. Il a fallu descendre d'un cran et faire l'unité non plus religieuse mais politique. C'est toute l'histoire du parti des politiques en France, ni protestants ni catholiques, mais politiques, en fait gallicans, ce serait une longue histoire, mais des hommes comme Jean Bodin, comme Michel de l'Hôpital, le chancelier qui a inspiré Jean Bodin, oui. Tout à fait, exactement, vont épouser aussi ce type de raisonnement. Alors en fait, l'enjeu, c'est un immense enjeu. L'enseignement du droit dans cette période, il est pris dans une déflagration absolument terrible, et je n'exagère pas, puisque cette déflagration, elle va prendre des contours militaires dans la guerre de 30 ans. On ne le dit pas assez, la guerre de 30 ans, 1618-1648, c'est 4 millions de morts en Europe. Et donc, surtout en Allemagne, l'Allemagne qui a beaucoup souffert. Bien sûr, bien sûr. Et on sait que le résultat, les traités de Westphalie, ça va être l'imposition d'un nouveau type de droit, qui n'est plus du tout le ius commune de la grande famille chrétienne européenne, mais qui devient le droit d'État souverain, avec cette nouvelle conception, je dirais, séparatiste par rapport à la chrétienté qu'est la souveraineté, et l'enseignement du droit va nécessairement muter à ce moment-là. D'une certaine façon, les monarques qui deviennent des monarques absolus, donc déliés, absolutus, celui qui est délié, pour lequel les liens sont dissous, déliés par rapport à tous les autres pouvoirs qui avaient leur propre source du droit et qui créent ce pluralisme juridique. Droit romain, droit canonique, droit coutumier, droit de la jurisprudence des tribunaux, droit de la doctrine des professeurs. Eh bien, cette unité, elle va être réduite, elle va commencer d'être réduite par des monarques qui vont utiliser une partie du raisonnement monarchomaque autour de la coutume comme vrai droit des Français, et en quelque sorte, autour de, après le premier des Bourbons, qui fonde un peu cette attitude et dont l'entourage fonde cette attitude, il y a l'idée que oui, eh bien, les protestants vont rendre la France à la France contre Rome et construire le droit des Français. Et c'est 2 générations plus tard, c'est Louis XIV qui va le faire, par l'édit de Saint-Germain de 1679, où il crée l'enseignement du droit français. 1679. Édit de Saint-Germain, l'enseignement du droit français. Mais qu'est-ce que ça va être alors le droit français ? Et c'est là que
eh bien, tout ce raisonnement coutumier qui avait été agité pendant les guerres de religion va être repris, va être mis en forme par les rois, va rencontrer ce qui était déjà le respect de la coutume dans le droit classique, dans le jus commune, on en a parlé, et ça va être l'œuvre de penseurs, le temps nous est compté, donc j'en citerai un, Charles Dumoulin. Charles Dumoulin écrira un bel ouvrage sur la concorde des coutumes. Ça nous rappelle Gratien qui voulait faire la concorde des canons. La concorde Eh bien, dans un titre très proche, Charles Dumoulin, en 1564, va écrire une proposition de concorde des coutumes. Alors, quel est le but ? On prend toutes les coutumes de France, vous imaginez le travail encyclopédique, on regarde leurs points communs, on isole ces intersections et l'on considère que chaque intersection est un principe du droit commun coutumier des Français. Donc on rentre vraiment dans une Europe westphalienne. Oui. Et mise à mal, en définitive, à partir de la Révolution, le diable se faisant le singe de Dieu, on revient à une sorte d'universalisme, mais cette fois-ci pour les ténèbres. Alors c'est tout à fait ça, c'est une inversion spectaculaire qui évoque en effet beaucoup de récits cosmogoniques et également bien sûr de récits chrétiens autour de l'Antéchrist. Il y a un retournement en effet de l'universalité dans l'universalisme, ce qui n'est probablement pas la même chose. De même qu'un Bonaparte, à certains égards, remplacera le principe de l'empire par le principe de l'impérialisme, ce qui manifestement ne pouvait pas durer aussi longtemps qu'une construction comme le Saint-Empire romain germanique. Cette inversion, effectivement, elle apparaît dans la rupture révolutionnaire au moment où, en réalité, dans l'enseignement du droit, tout semblait montrer que l'évolution westphalienne, dont vous avez parlé, vers un droit commun des Français, se faisait à un rythme certes très lent, mais de ce fait respectueux des diversités, à travers la législation royale. Il commence à y avoir une codification du droit de la procédure criminelle par Louis XIV, du droit commercial sous Louis XIV également. Il commence à y avoir une début de codification du droit privé sous Louis XV, l'ordonnance sur les donations, l'ordonnance sur les testaments, l'ordonnance sur les substitutions. 3 étapes vers une législation. Vous voyez comment le processus de l'ancienne chrétienté se duplique. On fait la concorde des coutumes, et de même que le pape avait pris la suite des conciles, de même les rois prennent la suite des peuples, en commençant à légiférer. Et ils réforment les coutumes, et ils rédigent les coutumes, etc. Ce qui fait qu'on arrive en 1789 dans une France où l'enseignement du droit est maintenant remarquablement savant. C'est-à-dire on a du droit canonique, on a du droit romain, on a du droit français. La France domine l'Europe. Et c'est ça, dans ce contexte le plus inattendu d'une certaine façon que, on le sait, les événements d'Amérique, la façon dont Louis XVI se ruine par le succès, par le soutien aux insurgés et à leur futur succès, que la Révolution française intervient. Et là, on a véritablement une transformation complète, un renversement qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps, et qui rappelle que, bien entendu, la bataille de l'homme pour la santé de sa société et pour la continuité de son histoire est une bataille de toujours, car ce qu'on voit réapparaître, c'est effectivement tout cet idéalisme juridique qu'il y avait chez certains proculiens ou chez certains bulgariens, et qui réapparaît cette fois dans le cadre de la philosophie des Lumières. Dans le cadre d'une philosophie des Lumières qui fait basculer toutes les formes de la tradition en majuscule du ius commune de l'ancienne Église, mais aussi la tradition en minuscule des coutumes tout à fait locales. Les 2 traditions sont balayées par la nouvelle instance de la raison. Et il s'agirait de bâtir un droit rationnel. Ce projet
en France va être, je dirais, échafaudé à chaud dans la violence de la Révolution. Il sera pensé beaucoup plus sur le long terme chez nos voisins allemands qui ne connaissent vraiment de vrais sursauts révolutionnaires qu'en 1848. Et donc c'est chez Kant, dans son projet d'une histoire cosmopolitique, qu'on a cette idée d'un droit totalement universaliste, et on va y revenir puisque nous en sommes là en fait aujourd'hui, largement. Mais donc, dans le cas de la Révolution, ce qui soudain apparaît, c'est une sorte de retour du discours antitribonien, mais désormais sans aucune limite, puisqu'il y a cette hubris de la raison, supposée tout régler dans les lumières nouvelles. Le bonheur est une idée neuve en Europe, nous dit Saint-Just. Quant à son ami et j'aurais tendance à dire complice Robespierre, il dira à la tribune de la Convention: il faut en finir avec le fatras de Justinien. Ouais. Et Robespierre fait fermer toutes les facultés de droit. En 1793, toutes les facultés de droit sont fermées. L'enseignement du droit en France se clôt. Donc, du passé faisons table rase, disaient ces gens-là. Si vous voulez, on accélère un peu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la première partie de notre entretien est absolument fascinante parce que, dans une grande mesure, elle appartient à votre science. La Révolution, plus de gens en parlent. En revanche, vous pourriez peut-être nous renseigner sur cette infestation par l'état de l'état de droit. Bien sûr. C'est une espèce de concept à la fois, maléfique, trompeur et qui est paralysant, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire de cela ? Alors c'est une histoire, là aussi, paradoxale. Le paradoxe est contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Voilà, dans le titre même, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'homme et le citoyen sont deux choses fort différentes. Et là se joue une ambiguïté dont il n'était pas écrit nécessairement quelle serait l'issue. Nous la connaissons aujourd'hui. Alors, quelle est cette ambiguïté ? Lorsqu'on dit qu'il y a des droits du citoyen, on tient le discours du droit classique, pluriséculaire, qu'a connu la civilisation européenne dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge et les temps modernes. Il y a des droits objectifs. Que veut dire le terme de droit objectif ou objectivisme juridique ? Le fait que nous recevons nos droits objectivement de notre appartenance objective à une société. Les droits ne sont pas à l'intérieur de nous, ils sont à l'extérieur de nous. Nous les recevons de notre cité. C'est le raisonnement antique et médiéval aristotélicien. Anthropos fusae politikon suon, l'homme est par nature un animal politique. C'est la cité qui va faire de lui un homme. C'est la cité qui va lui donner des droits en tant qu'il est citoyen. En réalité, cette conception n'avait jamais cessé, sauf chez quelques marginaux de la pensée antique, dans l'école hellénistique, Diogène et les cyniques, les épicuriens, les stoïciens en partie. Mais ces écoles restées marginales vont en fait avoir pour la première fois leurs zélés exécutants chez les révolutionnaires français. Et c'est là que le droit objectif rencontre le droit subjectif. Parce que les droits de l'homme, on le sait, les droits de l'homme seraient les droits que tous les hommes auraient par le seul fait d'être hommes. Ce qui est évidemment une négation du caractère de la nature politique des hommes et donc de leur histoire nécessairement diverse. Par ailleurs, qui peut dire quels seraient les droits universels de cet homme ? Et sans doute, pour les lecteurs de l'époque, la déception a été grande dans l'article 2 de découvrir qu'il s'agissait de la liberté, ce qui était très vague, de la sûreté, qui manifestement avait été assez bien assurée jusqu'alors, de la résistance à l'oppression dont on comprenait bien le caractère fort conjoncturel, et puis la propriété individuelle
qui est aussi présente dans l'article 17. Et là, on comprend quelle est la signature de la déclaration. Bon, en fait, ce sont les droits des bourgeois qui sont en train de faire la révolution. Donc, c'était très décevant. Alors, on comprenait qu'il y avait là une opération manifestement idéologique visant à je dirais dresser un rideau de fumée devant l'écran de ce qui était jusqu'à présent le droit, mais qui ouvrait une forme de boîte de Pandore que l'on n'a pas du tout dont on n'a pas compris qu'elle était ouverte, parce que, vous savez, après la Révolution, on a évidemment l'Empire, et puis la Restauration, et puis, etc., la Seconde République, le Second Empire. Donc, les effets du subjectivisme juridique de la Révolution ont longtemps été retardés. On a eu le temps de les voir très brièvement quand pendant la Convention on explique que tout étranger qui a les idées de la Révolution peut être membre de l'Assemblée. Donc on comprenait effectivement que le citoyen devenait le citoyen d'une idée, que ça devenait un citoyen idéologique. Et que donc... C'est ce qui fait la nationalité américaine, entre parenthèses, mais c'est un autre débat. C'est d'être démocrate, en fait. Alors, c'est un très vaste débat. Nous n'avons pas il nous faudra faire une autre émission. Je dis ça parce que dans quelques jours, il va y avoir l'élection bien sûr présidentielle. Mais je dis un mot sur... puisque vous me tendez cette perche séduisante. La Révolution américaine déclare-t-elle vraiment des droits universels ? Probablement est-elle en réalité dans les fameuses 3 révolutions atlantiques, celle de 1688 en Angleterre, la leur entre 1762 et 1787 dans ce qui devient les États-Unis, et la nôtre en 1789. L'intermédiaire chronologiquement est aussi l'intermédiaire, je dirais, juridiquement, et je pense qu'elle est encore du côté de celle de 1688. En 1688, ce qui est rétabli, nous dira Edmund Burke, ce sont les droits historiques des Anglais par rapport à la tentative des Stuarts de développer un absolutisme à la française qui quittait les droits historiques des Anglais. On pourrait discuter longuement de cet épisode, mais il est certain que en 1688, le Bill of Rights sont les rights des Anglais. Et c'est encore, à mon sens, le cas des Américains. Et la filiation est directe. Alors qu'en France, pour la première fois, ce sont les droits de tous les hommes. Alors si l'effet a été extrêmement retardé, en fait il faut quasiment 100 ans, il y a quand même eu un effet dans l'enseignement du droit qui nous prépare à l'abstraction dont je crains que nous ne mourions à petit feu aujourd'hui, car dans toute cette période, je dirais, du premier au deuxième Bonaparte, en quelque sorte, du premier au second Empire, l'enseignement du droit a été enfermé dans ce qui se veut une universalité à l'échelle d'abord des frontières françaises, celle de la loi à majuscule. Le droit canonique est supprimé, le droit romain est supprimé, le droit coutumier est supprimé, la doctrine est supprimée, la jurisprudence des tribunaux est supprimée jusqu'à la loi de 1837. Il faut imaginer. Tout est rasé. Il reste la loi que font des hommes politiques. Jean Valjean est victime de cette logique. Exact. Puisque c'est une sorte de positivisme invraisemblable, c'est-à-dire le vol doit conduire à 2 ans de bagne, Jean Valjean a volé, Jean Valjean aura 2 ans de bagne. Voilà. C'est exactement ça. Ce qu'on appelle le positivisme juridique, c'est-à-dire, le mot impressionne, mais ça signifie simplement le droit est ce qui est posé. Et posé par le législateur. Ah oui, et comment ? Dans un rapport de force politique, y compris un rapport de force violent, qui est le rapport initial. Donc, le droit... Mais tout ça nous explique, je vous interromps, parce que malheureusement, on va devoir se quitter bientôt, ça nous explique, pour cet état de droit, pourquoi la politique ne peut plus agir, puisque même si des personnalités politiques sont portées au pouvoir par le truchement du système que nous connaissons aujourd'hui, à la fois une sorte d'oligarchie et d'une démocratie, ce qu'on appelle la République, quoi. En fait, ils ne peuvent pas agir parce que l'état de droit surplombe cette citoyenneté, en définitive. Oui, tout à fait. C'est la conséquence finale en réalité et d'une certaine façon le retournement du positivisme. Le positivisme
s'est retourné en normativisme. Alors là, j'emploie de grands mots, mais nous allons l'expliquer. C'est-à-dire que la puissance confiscatrice de l'État révolutionnaire, qui a prétendu supprimer tous les corps intermédiaires, tout le pouvoir des communes, des provinces, des ordres, des aristocraties, des clergés, des chartes de ville, que sais-je. Lorsque l'État a tout confisqué, se faisant unique... legebus conditor, comme disaient les anciens, unique faiseur de la norme, il a décroché la norme de tout ce qui la nourrissait. C'est comme un cœur qui n'aurait plus de veines, si vous voulez. Tout a été coupé autour de ce cœur qui, du reste, n'est pas même un cœur, mais seulement une tête, qui est la tête parisienne. Et ce positivisme, qui ne prend plus en compte autre chose que la norme elle-même, était gros du normativisme, lequel est apparu tardivement après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous en sommes là, c'est-à-dire évidemment dans, on le sait, la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et de ses crimes, la façon dont tout pouvoir politique appuyé sur une identité nationale a été culpabilisé. Et donc, on arrive aujourd'hui, parce qu'il ne reste plus que 5 minutes, malheureusement, il ne reste plus que 5 minutes. On arrive aujourd'hui à un état de droit dont tout le monde peut être victime, mais je pense à vous, monsieur le professeur, puisqu'en définitive, il y a quelqu'un que je connais, un juriste très compétent, qui, lisant votre dossier, m'a dit « c'est pas possible, c'est impossible qu'une histoire comme ça a pu se produire ». Alors lui-même n'étant pas universitaire, mais un grand juriste dans son domaine, et il me dit c'est invraisemblable qu'une affaire comme ça ait pu se produire. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que cette succession de dénis de droit, véritablement, du droit dans son sens noble, quoi, dans cette affaire de Montpellier, qui malheureusement laissera une tache sur cette prestigieuse et très ancienne université, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est l'état de droit qui vous a réduit au silence, qui fait que vous n'êtes même plus autorisé à exercer une activité dans la fonction publique? Par exemple, vous ne pourriez pas être gardien de square. Alors, je pourrais probablement l'être. Ce qui m'est interdit, effectivement, c'est de rappeler, semble-t-il, ce qu'a été le droit. Pour terminer, en effet, la façon dont mon affaire a un rapport, effectivement, c'est effectivement une forme de normativisme. Ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale dans notre droit, comme dans l'ensemble du droit occidental, car d'une certaine façon, là aussi, les choses se renversent. Il y a l'inversion d'une universalité dans cet Occident des droits de l'homme, dont on voit bien que la religion séculière, que sont les droits de l'homme, est une sécularisation de la chrétienté abandonnée, sinon martyrisée. Ce retournement a introduit partout l'idée que les droits de l'homme devaient absolument désormais se substituer aux droits du citoyen. Et c'est ce qui explique effectivement que le droit se substitue à la volonté des peuples, que le référendum de 2005 ait pu être défait, que M. Fabius aujourd'hui nous explique qu'un référendum sera par ses soins déclaré inconstitutionnel, au nom d'un droit qui s'est séparé du souverain qui est supposé être le peuple. Donc il n'y a plus que des valeurs abstraites. Et dans mon affaire, alors que j'ai défendu mes étudiants, défendu mes collègues, défendu ma faculté contre des agresseurs venus de l'extérieur, le Conseil d'État, qui se veut l'une de ces cours qui fait le droit à la place du souverain, dans une tentative de gouvernement des juges, le Conseil d'État a dit que j'avais enfreint des valeurs. Voilà, c'est ça. On sort complètement du raisonnement juridique et pour ne parler que de valeurs. Monsieur le professeur, je suis vraiment très heureux d'avoir pu vous recevoir et très fier aussi de vous avoir accueilli. Et je pense que nos auditeurs et nos téléspectateurs partageront mon point de vue. Nous sommes malheureusement obligés de nous quitter parce que nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci encore, chers auditeurs. Nous nous retrouvons donc, comme vous le savez, tous les premiers lundis de chaque mois. Donc désormais, ce sera le premier lundi de décembre. Et je vous réserve une surprise qui est pas mal non plus. À bientôt.